Chaque jour, des millions de bagages arrivent dans les aéroports des 4 coins du monde. Et leurs propriétaires s'attendent à les retrouver dès qu'ils toucheront terre. Les valises subissent un balayage et une inspection. Elles sont ensuite triées et acheminées vers des milliers de vols différents. Mais l'une d'entre elles a provoqué une enquête unique dans l'histoire de l'aviation. Et a rendu les vols actuels plus sécuritaires. I want my bag checked through to Delhi. Tôt le matin, le 23 juin 1985, un 747 vole à 9500 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. Ce gros porteur s'est vu attribuer le surnom de Kanishka en l'honneur d'un empereur indien. Parti du Canada, l'avion se dirige vers Londres avant de continuer sa route vers New Delhi. Il vole depuis 4h30. Le commandant de bord, Anse Narendra, est un pilote expérimenté d'Air India. Satwinder Binder est aussi commandant, mais aujourd'hui, il occupe le poste de copilote. Tandis que l'avion s'approche des côtes, le copilote Binder s'entretient avec le commissaire de bord. Yes, sir? Insha, do me a small favor. At the back of the plane, seat 54, a boy is sitting there. He just wanted to have a look in the cockpit. Can I tell him now? After about 15 to 20 minutes. « 329 personnes se trouvent à bord du 747. Bon nombre d'entre elles se rendent en Inde pour visiter leur famille ou leurs amis. C'est le cas de Vishnu Pada qui voyage avec ses 2 filles. Leur mère Lata est déjà en Inde. On avait décidé de prendre de longues vacances en famille, car c'était le bon moment. À 8h06, le copilote Binder établit le contact radio avec le contrôle de la circulation aérienne d'Irlande. Shanwick, Air India 182, good morning. Station calling Shannon. Go ahead again, please. Thomas Lane et Michael Quinn travaillent au contrôle de la circulation aérienne de Shannon. Air India 182 is 51 north, 15 west at level 310. Estimate FIR at 0735. Air India 182, Shannon, roger. Cleared for London, flight level 310. Air India 182 is cleared to London, maintain 310. Do you want to come up front now? Yeah. Okay. Let's go. La tour de contrôle de Shannon connaît une matinée tranquille. Les contrôleurs aériens surveillent seulement 3 avions. Pourtant, un fait étrange se produit. The signals are all jumbled up. Les signaux ont fusionné, ce qui nous empêchait de relever les indicatifs d'appel et les niveaux de vol des 3 aéronefs. Le 747 d'Air India vole à 9450 mètres. Un avion de la TWA se positionne à environ 1200 mètres au-dessus de l'appareil, tandis que le vol de Canadian Pacific Airlines prend place 630 mètres plus haut et se dirige tous vers l'est.
Puisque les trois avions sont empilés l'un sur l'autre, leurs signaux se confondent sur l'écran radar bidimensionnel. Tom avait séparé les signaux à l'aide de la boule de commande. Deux des signaux réapparaissent sur le radar, mais celui du vol d'Air India a mystérieusement disparu. Air India's not showing up. Hold on a minute. Air India 182, do you read? Air India 182, this is Shannon. Do you read? Over. Il est maintenant 8h14. J'ai eu un mauvais pressentiment. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai téléphoné. Yes, it's Michael Quinn at Shannon. We have a plane off radar. Habituellement, on lance un appel de détresse pour l'équipe de recherche et sauvetage si la tour de contrôle n'a pas eu de réponse au bout de 20 minutes. Le vol d'Air India ne répond plus depuis moins de 60 secondes. Quelques navires entament des recherches pour retrouver l'avion. La dernière position connue du 747 est à environ 290 km au sud-ouest de Cork. 2 heures après la disparition de l'avion, un navire de charge canadien confirme le pire des scénarios. Des membres d'équipage aperçoivent les débris de l'épave et des canots de sauvetage dégonflés flottant sur l'océan Atlantique. Puis, ils voient les premiers corps. Il est manifeste qu'aucun voyageur n'a survécu. En Inde, Lata Pada attend son mari et ses 2 enfants, lorsque son frère lui apprend la mauvaise nouvelle. Il m'a fait asseoir avant de me dire qu'un terrible accident venait de se produire. J'étais sous le choc. J'essayais d'assimiler cette information, mais en même temps, je me demandais déjà comment je pourrais vivre sans eux. Des dizaines de corps sont envoyés à Cork. Beaucoup d'autres suivront. Une tâche colossale attend les enquêteurs. Ils doivent découvrir comment les voyageurs sont morts et surtout ce qui a causé l'écrasement du vol 182 d'Air India. La ville de Cork compte 130 000 habitants. Située sur la côte sud de l'Irlande, elle a longtemps abrité un port d'une importance capitale. Le 23 juin 1985, une horrible cargaison débarque sur ses quais. Quelques heures après l'écrasement du vol 182, les bateaux de sauvetage ramènent les corps et les débris d'avions jusqu'au port. Le docteur Cumin Doyle est pathologiste à l'hôpital régional de Cork. On a reçu les premiers corps un dimanche à 16h45. À minuit, il y avait 130 corps dans la morgue. Cumin Doyle et son équipe examineront les corps afin de trouver des indices susceptibles d'éclaircir les causes de l'accident. Trois policiers ont examiné les corps. Un photographe, un expert en balistique et un dentiste légiste qui a examiné leurs dents et leurs visages dans le but d'identifier les victimes. En 4 jours à peine, 132 corps sont autopsiés. On a examiné toutes les surfaces externes des corps et chaque détail a été noté minutieusement. Nous tentions de déterminer les causes des décès. Le docteur Doyle fait une étonnante découverte.
Presque toutes les victimes sont mortes avant l'impact. On a décelé des signes de noyade dans 2 cas seulement, ce qui nous a indiqué que les autres victimes ne respiraient déjà plus lorsqu'elles ont été immergées. Les victimes ont une autre chose en commun, leurs vêtements déchirés. Cet indice était très important. Des vêtements déchirés ou carrément volatilisés nous indiquaient que les victimes étaient tombées d'une altitude d'au moins 9500 mètres, donc des lieux de l'accident. Certains corps avaient les membres ballants, signe de fractures aux hanches, aux épaules ou à d'autres articulations. H.S. Cola est enquêteur en chef dans l'affaire de l'écrasement d'Air India. Ses membres ballants lui révèlent que les passagers n'étaient plus dans l'avion lorsqu'il a percuté l'océan. Ces blessures sont typiquement causées par une chute brutale. Elles correspondaient à celles d'un passager violemment projeté hors d'un avion en plein vol. Les autopsies ont démontré que l'avion s'est démantelé à haute altitude. Les passagers ont été projetés dans les airs bien avant qu'ils ne s'écrasent. Les blessures nous ont permis de déduire que l'avion avait été détruit à 9500 mètres d'altitude. Mais elles ne nous ont pas révélé les causes de l'accident. Aux yeux des enquêteurs, la récupération des 2 boîtes noires est primordiale. L'une d'elles a enregistré les conversations du poste de pilotage et l'autre, l'information technique du plan de vol. Les 2 enregistreurs sont munis de radiophares qui envoient des signaux à une fréquence attitrée. Mais leur récupération représente un travail de titan, car les boîtes noires se trouvent à plus de 2000 mètres sous l'eau. Et leur signal radio s'éteindra au bout de 30 jours. Le journaliste Salim Jiwa a étudié la tragédie du vol 182. Comme il fallait rapidement retrouver les boîtes noires, 3 pays ont participé aux recherches. L'Angleterre, l'Irlande et l'Inde. Tandis que les recherches continuent, H.S. Cola et son équipe analysent le livret technique de maintenance de l'avion. Ils veulent savoir si une défaillance non décelée aurait pu causer la perte du 747. Ils découvrent une importante information. L'appareil d'Air India possédait 5 moteurs à réaction. Normalement, un 747 est équipé de 4 moteurs. Mais ce type d'avion a été conçu pour transporter un moteur en panne sous ses ailes, où le personnel de piste le fixe à un support, comme il l'avait fait pour le vol 182. Un moteur laissé derrière par un autre avion avait été monté sous l'aile de l'avion. Le moteur additionnel crée une importante résistance du côté gauche de l'avion. Si les pilotes ne font pas le nécessaire pour corriger le problème, l'avion virera automatiquement dans cette direction. On a longtemps cru que le 5e moteur avait causé la destruction de l'aile. Les enquêteurs apprennent également que certaines pièces internes du 5e moteur avaient été enlevées et entreposées dans la soute du 747. Ces pièces étaient si grosses qu'on a dû enlever une partie de la porte de la soute pour faciliter la tâche du personnel. D'autres pièces du moteur ont été placées à l'arrière de l'avion. Les 747 peuvent facilement supporter une telle charge. Il s'agissait d'une opération de routine. Mais un remontage inadéquat de la porte de soute aurait pu provoquer une décompression explosive. En 1974, peu après son décollage de Paris, un avion de Turkish Airlines a perdu une porte de soute en plein vol. La brutale décompression a détruit l'appareil et tué tous ses passagers.
L'enquêteur Kola est confronté à deux coupables potentiels. La porte de soute ou le cinquième moteur. Seuls les enregistrements des boîtes noires pourront élucider le mystère. Ils doivent être récupérés sans délai. Environ 2 semaines après le début des recherches, l'enregistreur de conversation et l'enregistreur de bord sont enfin localisés. Mais il sera difficile de les récupérer car ils reposent au fond de l'océan. L'avion se trouvait à 1800 mètres de la surface et cette profondeur représentait un obstacle majeur. On fait donc appel à un véhicule submersible. Même s'ils savent où se trouvent les enregistreurs et qu'ils disposent d'un appareil sophistiqué, les sauveteurs ne pourront les remonter qu'à la 4e tentative. Estimate FIR at 0735. Air India 182, Shannon, Roger. Cleared for launch. À l'aide des 2 enregistreurs, l'enquêteur Kola espère élucider les causes de cette tragédie. Si l'avion éprouvait des problèmes, l'équipage en aurait parlé. Ce ne serait pas resté sous silence. Mais lorsqu'il écoute l'enregistreur de conversation de poste de pilotage, Kola ne remarque rien d'anormal. Après leur dernier appel radio à la tour de contrôle de Shannon, les pilotes ont discuté des scellés douaniers, une étape de routine avant chaque atterrissage. They want about 30 custom seals. Customs? Yeah, custom seals to seal the bar before its arrival. La conversation se termine brusquement. Ensuite, on n'a plus rien entendu. L'enregistrement n'a révélé aucune anomalie dans le poste de pilotage, aucune situation d'urgence. Il s'agissait de conversations normales. L'enregistreur de bord ne dévoile rien d'inquiétant non plus. L'enquêteur Kola se penche donc sur des détails techniques comme la vitesse, l'altitude et des dizaines d'autres informations de vol. Le moteur supplémentaire a effectivement fait incliner l'avion, mais la gouverne a été positionnée à 11 degrés vers la droite pour le rééquilibrer. L'équipage a fait exactement ce qu'il fallait pour contrebalancer la résistance causée par le 5e moteur. Le vol nous a paru normal jusqu'à la toute dernière seconde. Après avoir analysé les 2 boîtes noires, l'enquêteur Kola ne sait toujours pas ce qui a causé la disparition du 747 de l'écran radar de Shannon. Mais l'absence d'indices est une preuve en elle-même. Les 2 enregistreurs étaient alimentés par les moteurs de l'avion. Et ils ont tous les 2 cessé d'enregistrer en même temps à 8 heures, 14 minutes et 1 seconde. Les problèmes qu'a connus le 747 devaient être très graves étant donné la défaillance simultanée du système électronique et des enregistreurs. Les pilotes n'ont même pas eu le temps d'intervenir. Selon les enquêteurs, 2 scénarios pourraient expliquer l'accident. Une violente décompression ou un attentat à la bombe. Ils examinent certains débris qui flottaient à la surface. Mais il s'agit d'une partie infime de l'appareil. Et aucun de ces débris n'éclaire les enquêteurs. On savait qu'il n'y avait pas eu d'incendie, que l'avion fonctionnait normalement et que tout se passait bien dans le poste de pilotage. Bref, on avait étudié toutes les possibilités sans trouver de réponse à nos questions. Pour découvrir les causes de l'accident, il nous fallait absolument examiner l'épave qui gisait au fond de l'océan. Mais sur quelle partie de l'avion les enquêteurs doivent-ils s'attarder? Les boîtes noires ont été repérées sans difficulté grâce à leurs émetteurs radio. Par contre, les autres débris du 747 sont éparpillés tout au fond de l'océan, dans une zone de 16 km de long par 6 km de large. Comment les enquêteurs pourront-ils trouver l'indice qui leur permettra d'élucider le mystère? Roy Truman est un spécialiste de la récupération en eau profonde.
On lui demande d'effectuer une mission impossible. Retrouver des pièces de gros porteurs enfouies au fond de l'océan. Parmi les centaines de milliers de débris, il devra trouver ceux qui sont à l'origine de l'accident mortel. Jusqu'à ce jour spécifique, on avait seulement récupéré des petits avions. Cette fois, il fallait ramener les débris d'un énorme 747. On ignorait même la taille des vestiges qu'on allait trouver. Les enquêteurs savent très bien qu'il est impossible de repêcher toute l'épave. Il faut plusieurs heures pour remonter un seul élément. Mais le véhicule submersible pourra filmer et prendre des photos qui aideront les enquêteurs à choisir les débris qu'on remontera à la surface. Même s'ils cherchent une aiguille dans une botte de foin, les enquêteurs espèrent toujours découvrir ce qui a réduit le 747 en miettes. Mais l'automne approche et les enquêteurs devront bientôt abandonner leurs recherches à cause du mauvais temps. La clé du mystère repose quelque part au fond de l'océan. Les enquêteurs indiens fouillent le fond marin afin de savoir pourquoi le vol 182 s'est écrasé. Tandis que les recherches continuent en Irlande, au Canada, on soupçonne que la tragédie d'Air India n'était pas un simple accident. Lorsque les policiers passent en revue la liste des passagers du 747, ils remarquent un nom. De nombreux passagers du vol 182 ont embarqué à Vancouver, où ils avaient fait escale. Ils devaient continuer leur voyage vers l'Inde à bord du vol 182. Mais au moment du départ, un passager qui avait pourtant acheté son billet manquait à l'appel. Le billet avait été acheté par un monsieur Singh. Il n'y avait pas de prénom, juste une initiale. Il s'agissait d'un nom fictif et cette personne n'avait jamais eu l'intention de prendre cet avion. Monsieur Singh n'est peut-être pas monté à bord, mais il s'est présenté à l'enregistrement. Next, please. Any way to Toronto? And I want my bag checked through to Delhi. Sir, I can't do that. Your reservation is only confirmed to Toronto. Oh, I am confirmed. This is my ticket. Jeannie Adams est une des préposées aux billets de la société Canadian Pacific. Mr. Singh, you are on standby to Delhi. I can't. But then I have to pick up my bag. I can't check your bags through to India if you are not confirmed. But I am indeed confirmed. Wait. I'll get my brother. He'll tell you. Au moins 30 personnes attendent devant le guichet. Can't do that, sir. Your reservation. La préposée n'a pas de temps à perdre. Oh, okay. I'll check it through. But you have to check with Air India when you get to Toronto. Your seat is 10B. Même si M. Singh ne possède pas de billet pour l'Inde, on enregistre sa valise. Mais personne ne remarquera qu'il n'est jamais monté à bord de l'avion. Elle n'a pas respecté les règlements. Elle n'aurait jamais dû effectuer une correspondance intercompagnie vers New Delhi. Mais elle a été malmenée et dominée par M. Singh devant tout le monde. Et à son grand regret, elle a fini par lui donner raison. Lors de son enregistrement à Vancouver, la valise marron de Singh n'a éveillé aucun soupçon. Comme le vol d'Air India était un vol international, la valise a subi une série d'inspections plus strictes à son arrivée à Toronto. This is what it will sound like. John de Souza est un agent de sécurité pour Air India. La journée du vol fatidique, il a fait une petite démonstration d'un détecteur à explosifs à l'intention des bagagistes à Toronto. Les produits chimiques d'une allumette ont déclenché le dispositif, comme l'auraient fait les produits d'une charge explosive. Okay.
On a utilisé un détecteur portatif pour remplacer l'appareil de radioscopie qui balaie généralement tous les bagages, mais qui était hors d'usage ce jour-là. L'agent de sécurité a balayé les bagages. Tout lui semblait normal, jusqu'à ce qu'il atteigne la valise marron. Le dispositif se déclenche, mais il n'émet pas le son entendu durant la démonstration. On a donc transporté la valise explosive à bord de l'avion à destination de l'Angleterre. Au moment où le vol 182 d'Air India survole l'océan Atlantique avec la valise de M. Singh, une explosion survient à l'aéroport Narita de Tokyo. 2 bagagistes meurent et 4 personnes sont blessées. Une bombe a été dissimulée à l'intérieur d'un autre sac de voyage en provenance de Vancouver. Il devait être embarqué dans un 2e avion d'Air India. La valise a explosé au sol avant qu'on la mette dans la soute de l'avion. Les bagagistes japonais ont peut-être manipulé trop brusquement la valise avant de la placer sur le transporteur à courroie. Un scénario identique à celui de Vancouver s'est produit à Tokyo. Un passager a enregistré son bagage sans monter à bord de l'avion. Des informations troublantes relient l'explosion de Tokyo au vol 182 d'Air India. Les billets d'avion des 2 suspects ont été achetés le même jour par le même homme. La catastrophe du vol 182 s'est soudain transformée en complot à l'échelle internationale. À cause des similarités entre les 2 incidents, les enquêteurs postés en Irlande s'intéressent aux indices découverts par les policiers de Tokyo. Les experts légistes arrivent à l'aéroport de Narita peu de temps après la tragédie. Des éléments de preuve jonchent le site de l'explosion. L'attentat à la bombe de Narita s'est produit dans un endroit assez restreint, contrairement à l'accident du vol 182 d'Air India, où il était difficile de récupérer les débris qui reposaient sur plus de 14 km au fond de l'océan. D'une certaine façon, on a eu de la chance que l'engin explosif éclate dans cet espace réduit. On retrouve des morceaux de métal et des cartes de circuit imprimées encastrées dans les murs. Des résidus explosifs sont collés à des fragments provenant du contenant de la bombe. Étonnamment, les experts légistes japonais ont pu découvrir des débris et des fragments qui ont permis à la police nippone d'identifier le véhicule utilisé pour transporter la bombe. On peut même apercevoir des numéros de série sur certains débris. Ces indices démontrent que la bombe avait été placée à l'intérieur d'une chaîne stéréo fabriquée par Sanyo. 2000 chaînes stéréo du même type ont été expédiées à un entrepôt situé près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elles ont ensuite été distribuées dans tous les magasins de la région. L'une de ces radios contenait la bombe qui a explosé à Narita. La police est confrontée à une tâche immense: retracer la vente de 2000 appareils. Ils peuvent avoir été vendus à n'importe qui. La plupart des magasins qui avaient reçu une de ces chaînes les ont vendus depuis des années. La chance sourit enfin aux enquêteurs lorsqu'ils entrent dans un magasin de Duncan, une petite ville située sur l'île de Vancouver. La dernière chaîne stéréo y a été vendue il y a quelques semaines. Ils ont appris qui s'était procuré la radio contenant la bombe. Les experts en explosifs se procurent un modèle identique de récepteur et ils effectuent des tests qui leur permettront de connaître la taille de la bombe de Tokyo.
On a mené des expériences avec différentes quantités de dynamite afin de découvrir l'étendue des dommages causés par chacune des déflagrations. Après chaque explosion, il compare la taille des fragments de la radio à ceux qui ont été retrouvés à l'aéroport de Narita. Selon les experts, la radio qui a explosé à Tokyo devait contenir 4 bâtons de dynamite. Mais cette quantité de dynamite aurait-elle suffi à faire exploser un gros porteur? Connaissant la puissance de la bombe de Narita, il dépose la même quantité de dynamite à l'intérieur d'un conteneur rempli de bagages. L'explosion est dévastatrice. Toute décompression causée par une explosion provenant de la soute à bagages peut entraîner des conséquences désastreuses. 4 bâtons de dynamite peuvent très facilement faire exploser un avion. Des marques révélatrices devraient être visibles sur les restes du vol 182. Les enquêteurs croient de plus en plus à un attentat à la bombe. Mais ils ne détiennent toujours aucune preuve. Les enquêteurs recherchaient non seulement une pièce brisée qui aurait pu provoquer une défaillance, mais aussi des indices révélant les origines de l'explosion, des brûlures, des taches de solvant, ou même des sièges criblés de fragments. Donc, tous les débris devaient être examinés minutieusement. On a continué l'analyse de chacune des photographies en recherchant des signes d'explosion ou d'impact. Pressé par le temps, l'enquêteur Kola doit choisir les débris qu'il fera remonter à la surface. Le mauvais temps l'oblige à laisser le reste de l'épave au fond de l'océan. L'enquêteur en chef espère que les maigres indices dont il dispose prouveront la présence d'une bombe dans la soute du 747. Tous les débris recueillis sont replacés à leur position originale sur une structure artificielle de 747. Et le plancher de la soute avant suscite particulièrement l'intérêt des enquêteurs. Lorsqu'on a trouvé cette pièce de l'avion, on a remarqué qu'elle comportait des trous créés par l'expulsion très rapide de projectiles. On dénombre jusqu'à 20 trous. Dans chacun d'eux, les parois sont orientées vers l'extérieur de l'avion, un peu comme les pétales d'une fleur. C'est un signe classique d'explosion. Les enquêteurs découvrent autre chose sur la paroi latérale de la soute. Des trous identiques à ceux du plancher sont identifiés. Ils semblent aussi avoir été produits par l'explosion. L'équipe de HS Kola est maintenant persuadée qu'une explosion a eu lieu dans la soute avant de l'avion. Cette hypothèse expliquerait également pourquoi l'enregistreur de bord et l'enregistreur de conversation ont soudainement cessé de fonctionner. Comme dans les autres 747, le compartiment électronique du gros porteur d'Air India se situait sous le poste de pilotage. La plupart des systèmes électriques de l'avion se trouvent à cet endroit. Et la soute à bagages avant est juste à côté. Lorsque la bombe a éclaté, la déflagration a détruit tous les systèmes électriques de l'avion. C'est la raison pour laquelle on n'entendait plus rien dans les enregistrements. Les enquêteurs sont convaincus que le vol 182 a été anéanti par une bombe. Cela n'avait rien d'accidentel. Le 747 a été victime d'un horrible crime. Personne ne se serait imaginé qu'à Vancouver, on aurait pu fomenter un plan diabolique qui se solderait par l'explosion simultanée de 2 avions. Le travail rigoureux des enquêteurs leur a permis de reconstituer les événements du 23 juin 1985. À Toronto, on a embarqué la valise de M. Singh à bord du 747 d'Air India.
Elle a été ensuite placée dans un conteneur à bagages qui sera rangé à l'avant du gros porteur, à l'arrière du compartiment électronique. Tandis que l'avion traverse l'océan Atlantique, les voyageurs n'entendent pas la bombe qui égrène les dernières minutes de leur vie. They want about 30 custom seals. Customs? Yeah, custom seals to seal the bar before its arrival. Bar Lorsque la déflagration a pulvérisé le plancher du 747, ces fragments ont été projetés vers le plafond de l'avion, dont le fuselage s'est aussitôt ouvert. L'air pressurisé de l'avion s'est rapidement échappé, arrachant brutalement les passagers de leur siège. Le fait que les débris couvrent une zone de 14 km au fond de l'océan démontre la rapidité et la violence de la décompression explosive. Malheureusement, l'avion n'avait aucune chance de résister à une puissance aussi dévastatrice. Tandis que l'appareil plonge vers l'océan, le fuselage se désintègre sous l'effet de la pression. Après des mois de travail acharné, les enquêteurs croient connaître la cause de la tragédie aérienne d'Air India. Ils ont démontré qu'une bombe avait provoqué l'écrasement du 747. Il incombe dorénavant aux policiers d'appréhender les terroristes. Les morts du vol 182, ajoutés aux victimes de la bombe de Narita et à celles qu'elle aurait pu faire en explosant en plein vol, ont poussé les autorités à améliorer la sécurité des avions de passagers. La chasse aux terroristes continue, mais d'énormes progrès ont été accomplis en matière de sécurité. On cherche même à rendre les avions plus résistants aux explosions. En mai 1997, plus de 10 ans après l'attaque terroriste du vol 182, un 747 hors service s'apprête à participer à une expérience exceptionnelle. 2 bombes sont placées dans la soute avant et 2 autres à l'arrière de l'avion. Les tests de Bruntingthorpe devaient couronner 5 années de recherche, en prouvant que des conteneurs à bagages renforcés et un revêtement intérieur plus résistant pouvaient protéger l'intégrité d'un avion. L'avion est pressurisé afin de simuler les mêmes conditions qu'un vol en altitude de croisière. La pressurisation est essentielle dans ce genre d'expérience. La pression exercée à l'intérieur de la cabine peut causer des dégâts assez importants. C'est un peu comme si on perçait un ballon dégonflé avec une aiguille. On voit seulement un petit trou. Si on répète le scénario avec un ballon gonflé, il éclate violemment. Lorsqu'on fait détonner les bombes, le résultat est dévastateur. La puissance de la déflagration associée à la pression de l'air a complètement déchiqueté l'appareil. C'est extrêmement représentatif d'une explosion en vol. À bord d'un avion, la puissance destructrice des bombes est bien connue. Mais les tests ont démontré que de simples modifications pouvaient réduire de façon substantielle les dégâts causés par une explosion. L'une des bombes placées dans la soute arrière a été déposée dans un conteneur à bagages ordinaire, mais on a procédé autrement avec les bombes dans la soute avant. Une bombe a été mise dans un conteneur renforcé d'un matériau utilisé dans la confection des vestes pare-balles. L'autre bombe a été placée dans un conteneur ordinaire placé à côté des parois muni d'un capteur de décharge. Après l'explosion, la partie avant de l'appareil est pratiquement intacte. La section où se trouvait le conteneur et les parois renforcées ne comptait pas de fissures. Mais à l'arrière de l'avion, où aucun matériau n'avait été ajouté, les dégâts étaient catastrophiques. Le conteneur ordinaire n'a rien pu faire contre la puissante déflagration. Mais dans la soute avant du 747, le revêtement protecteur et le conteneur à bagages renforcé ont absorbé la force de l'explosion. Ces modifications auraient-elles pu sauver les passagers d'Air India? Fort probablement. Les voyages aériens seraient-ils plus sécuritaires si on les mettait en pratique? Absolument. Malgré les résultats spectaculaires des tests effectués en Angleterre,
les compagnies aériennes n'utilisent pas les conteneurs renforcés. Bien qu'ils soient très résistants aux bombes, leur prix est exorbitant. L'achat de ce type de conteneur n'est pas réaliste d'un point de vue économique. Ces boîtes en matériaux composites coûtent des dizaines de milliers de dollars et elles sont très fragiles. Il suffit de les manipuler avec un chariot élévateur pour altérer sérieusement leur résistance. Dans la plupart des aéroports internationaux, l'inspection des bagages a été nettement améliorée. On fait maintenant appel à des appareils à rayons X plus sophistiqués et équipés de nombreux faisceaux balayeurs. But I am indeed confirmed. Wait. I'll get my brother. He'll tell you. Oh, okay. I'll check it through. But you have to check with Air India when you get to Toronto. De plus, les règlements concernant l'acheminement des bagages sur les vols de correspondance sont beaucoup plus sévères. Dans le cas du vol 182, le fait d'avoir embarqué un bagage sans propriétaire a été un facteur déterminant. C'est un élément clé pour épingler un terroriste ou découvrir un engin explosif. Aucun avion ne décolle avec un bagage appartenant à un passager qui n'est pas à bord. Seat is 10B. Dans le dossier du vol 182 d'Air India, la police relie finalement les attentats à la bombe aux Sikhs extrémistes vivant au Canada. Ils revendiquent un État sikh indépendant et souverain en Inde. L'homme qui a avoué avoir assemblé la bombe est jeté en prison. Le terroriste responsable des attentats meurt quelques années plus tard lors de son arrestation en Inde. Les deux criminels entretenaient des liens étroits avec la communauté sikh de la côte ouest canadienne. C'était un acte terroriste très cruel, d'autant plus qu'il a été perpétré par des Canadiens, en seuls Canadiens, et contre leurs propres concitoyens. Plus de 20 ans après la catastrophe d'Air India, l'incident est toujours aussi frais dans les mémoires. Et de nombreuses questions restent sans réponse. On ne sait toujours pas qui a enregistré les valises. L'identité de l'artisan de la bombe est connue, mais on ignore les noms de ceux qui ont collaboré à l'attentat ou de la personne qui a récupéré les billets d'avion. Un vœu de silence obscurcit encore cette enquête. En 2006, le gouvernement canadien procède à une enquête sur l'attentat à la bombe du vol d'Air India afin de connaître les circonstances exactes de l'incident. La mort terrible de toutes les victimes enflamme encore la population. Peu importe les résultats de l'investigation, les faits ne changeront pas. 329 passagers sont morts sur le coup. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu en Irlande et au Canada. On y a pleuré les victimes de la tragédie d'Air India et on s'est souvenu du jour où un attentat terroriste avait coûté la vie de tant d'innocentes victimes. Chaque jour, nous continuons notre train-train quotidien. Jusqu'à ce qu'un événement totalement inattendu se produise et détruise littéralement notre vie. C'est ce qui m'est arrivé le 23 juin 1985.